Bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors c'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des personnes qui bénéficient aussi de nos services du ministère de l'Intérieur. Et c'est un podcast où on aime raconter des bribes de vie, des témoignages. Et aujourd'hui, j'ai avec moi deux experts très particuliers, des experts de l'intervention, policiers et gendarmes. Alors, ils sont tous les deux en tenue dans notre petit studio. Ils ont une très grande carrure, ils sont très costauds, si vous voyez comme je les vois les images. Et sur leur tenue, il y a beaucoup de décorations que je vois, preuve que ces deux experts ont une grande carrière d'intervention derrière eux. Et ils ont participé à de très nombreuses crises. Ils nous en parleront dans quelques instants. Des prises d'otages, des forcenés armés, des événements aussi de nature terroriste, de la négociation. Alors il y a des choses dont on a entendu parler à la radio, à la télévision, puis il y a des choses beaucoup plus secrètes, parce que parfois tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à raconter. Et c'est pour ça que je vais leur poser dans quelques instants des questions, mais je sais peut-être qu'ils ne pourront pas répondre à tout, parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir garder secrètes pour que l'intervention puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, merci à tous les deux, merci Cédric, merci Jean-Marc d'être présent avec moi. Alors Cédric vient du GIGN, il m'en parlera dans quelques instants. Et Jean-Marc vient du RAID, la force d'intervention de la police. Alors déjà, Cédric, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le GIGN, comment tu as atterri dans cette unité d'élite de la gendarmerie nationale, et peut-être l'intervention qui pour toi a été la plus marquante ou la plus difficile, ou celle tout simplement dont tu veux nous parler aujourd'hui? Bonjour à tous. Du coup, alors moi, pour ma part, ça va faire 11 ans que je suis au GIGN et en gendarmerie, un peu plus de 15 ans. Le GIGN, qu'est-ce que c'est ? C'est une unité de contre-terrorisme dédiée à la libération d'otages. Après les attentats des Jeux Olympiques de Munich, en 72, le GIGN est créé en 74 et depuis lors, l'unité est tournée vers ses missions de libération d'otages, de contre-terrorisme, mais pas que. Pas que, parce qu'on fait également des missions de lutte contre la grande criminalité. Et c'est des missions qui nous prennent au quotidien beaucoup de temps. Moi, ce qui m'a emmené au GIGN, on a tous en tête des images de la libération des otages sur l'Airbus d'Air France en 94, sur Marignane. J'étais jeune à l'époque, néanmoins j'ai aussi regardé la télé, et c'est déjà à ce moment-là où je me suis dit, c'est un métier qui m'attire. En tous les cas, c'est des missions vers lesquels j'ai envie d'aller, sauver des vies, issus d'une famille du moins dédiée au service public, militaire pour certains, policiers pour d'autres. Donc mon parcours m'a conduit à ça, et c'est bien cet esprit-là d'œuvrer pour le bien collectif et surtout pour aller jusqu'au dépassement de soi pour sauver des vies. C'est ce qui m'a emmené au GIGN et c'est ce que j'ai mis en application sur les 11 années passées jusqu'alors. Des missions très marquantes, comme récemment, effectivement, l'épisode des Antilles, et au-delà de ça, les phases de traque au mois de mai dernier. Et la mission qui m'a le plus marqué dans le contre-terrorisme, effectivement, c'est la mission de Dammartin, où on a aussi sauvé des vies, effectivement. On a libéré un otage, deux otages, et on était vraiment dans le cœur du métier du GIGN, le contre-terrorisme. Alors on va peut-être laisser Jean-Marc se présenter pour le RAID, et on reviendra tout à l'heure sur Dammartin pour nous expliquer comment on s'y prend avec une intervention aussi complexe à mener. Alors Jean-Marc, toi tu es au RAID. Alors c'est quoi le RAID ? Alors le RAID, c'est tout comme le GIGN, unité de contre-terrorisme et de libération d'otages, avec une grosse partie également sur tout ce qui est les arrestations à haut risque, en soutien des polices judiciaires ou polices urbaines. Mais pas que ça également, puisque ça participe également à l'international sur tout ce qui est les prises d'otages de Français à l'étranger. Donc on a une grosse cellule de négociation qui gère ça. Pour ma part, ça fait 30 ans que je suis affecté au RAID, en passant par tous les postes, d'opérateur jusqu'à chef de la force d'intervention, ce qu'on appelle chez nous la section d'intervention. Puis un départ à Kaboul, où pendant 3 ans, j'ai assuré les fonctions du chef de détachement de sécurité pour la protection de l'ambassadeur et des expatriés qui étaient sur l'Afghanistan. Le RAID, lui, c'est une unité qui a été créée à la suite des GIPN. Les GIPN étaient les premiers groupes d'intervention français qui ont été créés en 1972, à Marseille notamment. Et ensuite, il y a eu une décision en 1985 de créer une unité plus nationale. Et à partir de ce moment-là, donc le RAID s'est créé. Et ensuite, parce qu'on voulait parler des évolutions, il y a eu une évolution qui s'est faite sur plusieurs années, où petit à petit, les GIPN ont été intégrés
au sein du RAID. Donc ça a commencé par des sélections communes, puis ça s'est terminé par la création de la force d'intervention de la police nationale en 2009, puis après l'intégration de ces GIPN au sein du RAID qui sont devenus des antennes. Les opérateurs sont interchangeables. La force de ces antennes, c'est qu'elles sont indépendantes. Donc sur tout ce qui est contre-terrorisme, elles n'ont pas besoin d'attendre l'échelon central, qui est à Bièvre, où se trouve l'état-major, qui gère toutes les saisines, toutes les mises en activité de ces antennes. Donc 13 antennes réparties sur tout le territoire et outre-mer. Ça fait à peu près 470 opérateurs d'intervention interchangeables. Donc on bouge, on peut très bien être muté à Nice, muté à Nancy. Comment ça se passe les sélections pour intégrer le RAID? Toi, quelle sélection tu avais eue? Est-ce que c'est toujours les mêmes aujourd'hui? C'est toujours les mêmes sélections. Les épreuves évoluent. Mais par contre, la formation, elle s'étale sur un an. Avec des. Il faut être bon en quoi pour y arriver? En tout? Il faut être bon en tout. Et il y a une grosse partie, je pense, comme au GIGN, où les psychologues ont un rôle très important. Il faut être bien dans sa tête, pas seulement un grand sportif, c'est ça? Exactement. Voilà. Être un grand sportif n'en fera pas un opérateur d'intervention. J'ai une dernière question. On est formé à l'intervention ou à la négociation, ou alors est-ce qu'on apprend les deux en fait? Comment ça se passe? Au sein du RAID, on a une cellule à l'état-major qui est une cellule négociation, qui est leader sur toutes les crises où on doit négocier. Donc ils font partie de l'intervention. C'est ça la grosse différence par rapport à beaucoup de pays où leur cellule négociation ne fait pas partie du groupe d'inter. Ils vont acter en manière à diriger la négociation vers une solution de crise en priorité. Par contre, dans chaque antenne, il y a des négociateurs qui sont formés et en cas de crise, ils sont en communication permanente avec les négociateurs de l'état-major qui est à Bièvre. Alors du côté du GIGN, ça se passe de la même manière? Est-ce que, je ne sais pas, il y a 50% de négociation, 50% d'intervention, ou alors on ne peut pas quantifier, il y a toujours un petit peu des deux? Comment ça se passe? La négociation a une part très importante, nous aussi, bien entendu, parce qu'on parlait de contre-terrorisme, ça a une vocation importante. Alors, de négociation, comme on l'entend, à savoir de la reddition, c'est rare. Néanmoins, c'est un vecteur qui va nous permettre de gagner du temps, qui va nous permettre d'obtenir certaines choses. Mais la négociation, on s'en sert énormément pour tout ce qui est forcené, prise d'otages, qui représente un volume important de nos missions. La gendarmerie est faite ainsi. Nous avons un volume de négociateurs régionaux, plus de 300 en France, qui sont répartis dans toutes les régions, qui sont sélectionnés par notre cellule nationale de négociation qui est présente dans notre caserne. Donc on les recrute, on les forme, on les recycle. Et c'est eux qui vont être les premiers capteurs de crise, quelle qu'elle soit et quelle qu'elle soit l'intensité. Et en fonction, plus on va monter en intensité, dans ce cas-là, ça sera nos négociateurs du GIGN qui prendront la main sur les opérations de négociation avec un suivi en permanence de chaque situation. Et donc au GIGN, effectivement, nous avons pris le parti, et c'est assez unique aussi, c'est de dire nos négociateurs sont avant tout des opérationnels. C'est des gens qui sont sélectionnés, formés, comme tout opérateur, et qui ensuite embrassent la spécialité de négociation. Donc ils sont à la fois négociateurs, mais également opérateurs. Ce qui nous permet, dans notre conception de manœuvre, d'avoir des gens qui comprennent ce que l'on veut, ce qu'on va chercher et comment il faut le mettre en œuvre. Et donc la négociation dans les prises d'otages, c'est du 100%, j'ai envie de dire. Elle se met en œuvre dès lors qu'il y a une situation où il y a besoin de gagner du temps, d'obtenir de la reddition ou dans des affaires judiciaires, des affaires telles que des enlèvements ou alors des extorsions de fonds. On a des schémas qui se mettent en place de négociation pour arriver à nos fins, à savoir soit la récupération de la personne enlevée, soit la récupération de l'élément volé en quelque sorte, estorqué. Et alors, est-ce qu'on négocie par téléphone, comme on voit dans les films, ou alors est-ce qu'on utilise, je sais pas, les réseaux sociaux, d'autres moyens? On négocie par tous les moyens, bien entendu. Le téléphone en est un, mais les réseaux sociaux en sont d'autres, et les réseaux sociaux ont une importance considérable, et c'est un vecteur très important dans la négociation, effectivement. Si on revient un petit peu tout à l'heure sur Dammartin, parce que vous en parliez, il y a eu une phase aussi de négociation ou c'était surtout de l'intervention pour le coup? Il y a eu une phase de négociation, bien sûr. Une phase de négociation. Comme je disais, en parlant de terrorisme, on a un peu une image d'Épinal qu'il est impossible de négocier, ce qui est faux. On va lier un contact avec l'adversaire et la négociation va nous permettre plein d'aspects. Alors, en l'occurrence, pour Dammartin, à la situation initiale, 2 otages, le dirigeant de l'imprimerie et l'un de ses employés qui s'est caché dans l'imprimerie. Assez rapidement, au bout d'une heure, le dirigeant de l'entreprise, un petit peu moins d'une heure d'ailleurs, sera libéré, sortira de l'imprimerie libre et restera à l'intérieur l'employé.
Et le contact s'est lié avec les frères Kouachi et il y a eu de la négociation, effectivement. Négociation qui s'est avérée infructueuse parce que leur vision pour eux était de tuer un maximum de forces de l'ordre et de mourir en shahid, donc d'être jusqu'au boutiste. Pour autant, la négociation, elle nous a permis de réfléchir à des plans d'action. De gagner du temps, c'est ça. De gagner du temps. Réfléchir à un plan d'action d'urgence, savoir une action des terroristes contre l'otage ou alors la sortie de terroristes et qui allait ouvrir le feu contre nous. Donc cette capacité à nous projeter rapidement, donc ça nous a permis de jeter ça. Et puis dans un deuxième temps, comme la négociation était en cours, le temps s'est écoulé, de réfléchir à un plan d'assaut délibéré, c'est-à-dire qu'on reprenait l'initiative sur l'adversaire pour donner un assaut. Et cette négociation, elle nous a permis de localiser plus ou moins où étaient les terroristes, où était l'otage, et avec lequel du moins on communiquait via SMS. Et ensuite, ça nous a permis aussi de gagner du temps pour se mettre en œuvre. Et puis, on avait cette deuxième situation qui était conjointe, concomitante avec l'hypercachère, et donc le RAID et la BRI. Et ça nécessitait de se coordonner, et cette négociation a servi aussi à ça. Et ce jour-là, vous savez, sauver des vies, reprenant votre terme de tout à l'heure, et le thème qui vous était cher quand tu étais enfant. Alors du côté du RAID, toi, tu as été à la manœuvre dans cet assaut à l'hypercachère, assaut de Vincennes. Ça s'est passé en même temps, preuve qu'on a besoin de différentes forces. Oui, donc nous, le RAID avait une partie prise au niveau de l'hypercachère parce que on avait Amédi Koulibaly qui était rentré à l'intérieur de ce magasin, qui avait déjà abattu 3 personnes très rapidement, et on se retrouvait avec 19 otages. Alors pas tout à fait 19 otages, parce que tout comme à Dammartin, on avait une demi-douzaine de personnes qui étaient également cachées, mais on avait 9 otages qui étaient vraiment sous la menace des armes d'Amédi Koulibaly. On avait également un contact par SMS avec les gens qui étaient cachés dans la chambre froide. Donc c'était important pour nous, au niveau de la négociation, de savoir que ces gens-là étaient bien dissimulés, ne faisaient pas de bruit, et nous ont également donné des informations. Ça, c'était crucial pour nous, comme on était d'accord. Il y avait un scénario de crise qui avait été mis en place par les 2 états-majors, RAID et GIGN. Donc la priorité était donnée à l'assaut sur là où il y avait le plus d'otages qui étaient menacés directement. Suite à ça, le plan était que le GIGN intervienne pour neutraliser les 2 terroristes qui étaient dans l'imprimerie à Dammartin. Alors comme on disait en off avant, effectivement les terroristes respectent jamais les plans qu'on met en place, et c'est l'inverse qui s'est passé. La sortie des 2 terroristes qui étaient à Dammartin, qui sont neutralisés très rapidement, ce qui a mis en place le plan d'assaut d'urgence qui était prévu sur l'hypercachère. Et ça nous a permis de régler cette crise et puis de sauver 9 personnes, plus les otages qui étaient cachés dans les chambres froides. Alors moi, j'avais aussi des questions pour chacun d'entre vous sur le matériel que vous avez utilisé à ce moment-là. Est-ce que vous utilisez des robots? Est-ce que peut-être, je sais pas, des drones aussi à la fois pour les repérages, pour préparer l'intervention? Et est-ce que ces techniques, ces outils, ces dispositifs évoluent et comment on les fait évoluer d'ailleurs? Est-ce qu'on travaille avec les industriels pour ce faire? Alors oui, effectivement, les matériels, ils ont été nombreux sur cette crise-là. C'est les matériels qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui évoluent bien entendu. Alors des matériels que l'on peut dire, effectivement, il y a eu peu d'images au final sur Dammartin, mais vous avez pu voir un gros véhicule blindé. Alors que ça, c'est un véhicule qui est ce qu'on appelle le Sherpa, qui nous permet d'emporter un nombre important de personnel équipé à l'intérieur, 10, et également d'avoir une structure sur ce véhicule qui nous permet d'atteindre, ce qui était le cas en l'occurrence, un premier ou un deuxième étage d'un bâtiment, ou alors un avion quand on est sur une crise de type contre-terrorisme aérien. On a employé ces véhicules blindés, on a employé bien entendu du drone, qui sont nécessaires, indispensables pour faire des reconnaissances des lieux. À l'extérieur ou même à l'intérieur? À l'extérieur, exactement. Alors là, à l'époque, c'était à l'extérieur, et maintenant, les moyens, les dispositifs ont évolué. On a cette capacité de faire voler du drone en indoor, à l'intérieur, et du coup, ça permet d'avoir une élongation importante et de faire de la reconnaissance d'intérieur sans exposer nos personnels. Ce qui est riche. Alors, on a ce drone-là volant, qu'on va appeler volant, et on a des drones à roues ou à chenilles qui vont pouvoir également progresser en intérieur avec des moyens visuels, des caméras, jour, nuit, qui nous permettent de voir de jour, de nuit, en thermie, qui vont nous permettre également d'avoir des reconstitutions en 3D d'une pièce dès lors qu'on va le faire entrer dedans. On a des choses en place qui sont essentielles dans ces crises terroristes, ce sont des brouilleurs de zone, des brouilleurs de contact, pour
pour protéger nos opérateurs. Et puis ensuite, un moyen qui est important, alors on ne va pas trop en parler, mais c'est cette capacité à capter des numéros IMSI de téléphone qui vont permettre de discriminer beaucoup de choses. On ne va pas trop en parler, effectivement. Alors du côté du RAID, c'est quoi, Jean-Marc, ton outil préféré, ton dispositif, celui que tu trouves le plus efficace sur une crise? Peut-être qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de dispositif figé sur chaque crise. Pour rebondir sur ce que disait mon collègue, c'est qu'effectivement, la grosse évolution qui nous avait été demandée, c'est l'évolution technique. Ça a été une véritable révolution. Moi, je pars en fin de compte, l'assaut qui avait été donné sur Roubaix en 1996, où c'était la première fois qu'on neutralisait un commando djihadiste en France. C'était la première infiltration de djihadistes. C'était tout nouveau pour nous. Donc on s'est trouvé dans une zone de guerre. Et à partir de là, de 1996, on a décidé de faire un bond au niveau des matériels. Ça a été notamment tout ce qui est les protections balistiques, parce que les moyens techniques, c'est important, mais à un moment donné, vous êtes face au feu. Donc on a décidé d'investir dans les moyens, parce qu'il faut savoir lors de l'assaut à Roubaix, nos boucliers pare-balles ont été transpercés par les balles de Kalachnikov de fort calibre des terroristes qui étaient en face de nous. Donc on s'est rendu compte que même nos munitions, il fallait que ça évolue. On est passé sur des calibres plus puissants, de manière à pouvoir faire face et riposter. Ça, c'était une grosse révolution pour nous. La découverte en face de nous, ça avait changé. On avait des gens entraînés et équipés avec des armes puissantes. Donc les protections balistiques. Et on continue à s'améliorer, trouver des matériels plus légers. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive presque à 30 kg de matériel emporté avec les boucliers pare-balles. Donc il faut être en permanence à la recherche de nouveaux matériaux pour alléger l'opérateur. Parce qu'on reste des heures en attente, parce que la priorité, comme on dit, c'est la négociation. Donc on espère toujours une résolution pacifique à toutes les crises. S'il faut donner l'assaut, les opérateurs, pendant ce temps-là, ils attendent. Donc il faut un peu de confort, et le confort passe par l'amélioration des équipements. Un autre bond qui a été fait, c'est au niveau des drones, effectivement. Les drones, c'est une grosse révolution. Parce qu'on part par exemple de l'assaut sur Saint-Denis, où on a neutralisé les terroristes qui avaient participé au massacre du Bataclan et des bars, restaurants sur Paris. Donc ils étaient retranchés, et on s'est retrouvé dans une situation où en fin de compte, les robots à chenilles ne pouvaient pas passer. On a utilisé les robots drones volants, mais la technologie GPS à l'époque n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc très rapidement, les drones ont été mis hors d'usage, qu'ils soient à roues ou volants. Et il nous est resté le chien, Diesel. Donc moi j'ai une pensée aussi pour nos maîtres chiens qui sont toujours présents. Et ce jour-là, en tant que chef des opérations, on a envoyé Diesel, persuadé qu'on avait réussi à neutraliser par les jets de grenades les terroristes. Et ce chien-là, en fin de compte, a été tué par les terroristes et a sauvé la vie aux collègues, parce que du coup on a stoppé l'assaut. Donc il y a les moyens humains, mais il y a également cette unité canine qui est très importante pour nous, qui a une double casquette, et intervention et la sécurisation du président de la République. Parce que à côté de toutes les missions de contre-terrorisme, d'intervention à haut risque, on a également une mission de protection. Notamment, on fournit ce qu'on appelle une CAT, Counter Assault Team. C'est une unité embarquée qui suit les convois du président de la République pour le sécuriser. En même temps que ça, on a au niveau des drones, donc on a développé les drones, mais on a développé aussi les capacités anti-drones. C'est-à-dire que dorénavant, on est capable de faire des bulles qui vont protéger des meetings, des rassemblements, pour que les personnalités soient à l'abri de ces attaques drones. En Afghanistan, où j'ai passé 3 ans, on a été soumis à des attaques de drones. Donc les drones arrivent sur votre zone, soit sont des drones kamikazes, qui viennent se faire exploser, soit sont des drones qui emportent des grenades de 40 mm et qui vont les larguer comme un bombardement. Et c'est pour ça, Jean-Marc, que c'est aussi important de faire de l'international quand on est dans une force d'intervention. J'ai vu dans ton parcours professionnel que tu avais passé beaucoup de temps sur les relations internationales, la coordination européenne. Et aujourd'hui, c'est nécessaire de travailler avec nos partenaires étrangers, de regarder aussi ce qui se passe à l'étranger, j'imagine. Tout à fait. Donc tous les groupes d'intervention européens nationaux, comme le GIGN et le RAID, font partie d'une plateforme qui s'appelle Atlas, qui regroupe tous les groupes d'intervention nationaux. Et tous les ans sont organisés des exercices. Ça peut être des exercices sur avion, sur bateau, sur train, de manière à ce que toutes les unités puissent mettre en œuvre la technique développée. Et après, il y a une discussion qui est faite pour, de notre côté,
améliorer les techniques d'intervention. On a beaucoup progressé sur les assauts avions, sur les différents modes pour progresser et ouvrir les avions. On progresse également sur les moyens de communication. Donc on développe aujourd'hui de plus en plus des moyens de communication qui soient européens. C'est-à-dire que sur une mission où on partagerait le même objectif, il faut qu'on puisse communiquer entre nous, partager des informations. Donc on travaille sur la communication aujourd'hui. Alors on apprend des autres, qu'ils soient européens ou qu'ils soient nationaux. Et j'ai vu dans ton CV, Cédric, dans ton parcours, il y avait aussi beaucoup de conduite du changement, de gestion de crise en général. Comment ça se passe après une intervention? Est-ce qu'on fait un retour d'expérience à chaque fois ou seulement si ça se passe mal? Comment on fait évoluer en interne ces pratiques finalement pour que quand il y a un problème ou une difficulté qui a été rencontrée, ça ne se passe pas deux fois? Du coup, effectivement, il y a une culture très importante au GIGN sur le retour d'expérience. Alors, ça se joue à différents niveaux. Alors, à l'échelle du GIGN, en fait, très rapidement, immédiatement après la mission, on fait ce qu'on appelle un retour d'expérience, un débriefing à chaud. On va décliner un petit peu la mission, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Et ensuite, on va réfléchir à un débriefing à froid, où là, pour le coup, on va ressortir les éléments importants de la mission, effectivement, ancrer ce qui a été positif, mais faire ressortir tous les éléments perfectibles pour faire évoluer nos procédures, faire évoluer les matériels, pour, encore une fois, toujours être meilleur pour la mission d'après. Donc c'est une culture très importante. Alors ça se joue, comme je disais, au niveau du GI, comme disait mon camarade, à l'échelle de notre unité, mais on le fait entre nous, entre le RAID et le GI, en échange de débriefing. Mais on le fait également, nous aussi, avec une emprise très forte sur l'international, avec des unités sœurs, dans le cadre du réseau Atlas, qu'on a pu le dire, cette plateforme qui regroupe toutes les unités d'intervention européennes, ou alors en bilatéral. On échange énormément à l'international aussi, avec le Yamam israélien, par exemple, nos camarades belges du DSU, des Anglais, enfin, je pourrais en citer beaucoup. Il y a de ça quelques semaines, on avait chez nous le GES-Genein, qui est une unité d'intervention allemande, nos camarades également belges, où on a débriefé leurs missions, les nôtres, et on fait progresser nos modes opératoires comme ça. Donc c'est essentiel dans nos unités de s'appuyer sur ce qu'on fait et le faire progresser parce que nos adversaires, eux aussi, font évoluer leur mode d'action et ça nécessite de notre part de continuer d'être en mouvement et pour pouvoir adapter tous nos process à ce qu'on rencontre sur le terrain. Est-ce qu'on travaille avec des entreprises privées, des grandes multinationales qui peuvent aussi, ça peut être l'endroit où se passent les prises d'otages Complètement. Et encore plus aujourd'hui où le champ du numérique est de plus en plus important. C'est un nouveau terrain de combat, parce que c'est bien de ça qu'il en est question. Nous, on échange avec les entreprises, on a pu travailler, on parlait tout à l'heure de matériel, donc on développe avec eux des matériels bien sûr, mais sur le champ de l'intervention, aujourd'hui, les entreprises sont frappées de plein fouet par tout ce qui est rançon logiciel, qui ne sont que des extorsions de fonds numériques. On a eu affaire l'année dernière, et sans doute cette année, ça sera sans doute pareil, de grosses missions importantes pour des très grosses sociétés françaises, où on leur vole des fichiers clients, on leur vole des données très importantes. Et nous, on arrive, on résout la crise, c'est-à-dire que le dirigeant va nous dire moi je paye ou je paye pas. Donc on travaille avec ces entreprises dans ce champ-là, ou alors dans le cadre de prise d'otage, on a en tête une prise d'otage du Ponant 2008, CMA-CGM qui est touché, donc ça se passe au large de Djibouti. Et donc, on est proche, on est collé avec cette entreprise parce que du coup, nous, on se projette là-bas en mission commune avec les commandos marins pour libérer les otages. Mais ça ne se fait que main dans la main avec l'entreprise. Donc, le siège social est à Marseille, c'est ma CGM. On a des gens négociateurs de coordination de commandement qui sont présents à Marseille. D'autres se projettent au large de Djibouti et pour réaliser cette libération d'otages qui est assez marquante. Bon, et je pourrais en citer plein d'autres, mais voilà, c'est vraiment le champ de l'entreprise est très important. C'est ce qui fait qu'on les fait venir chez nous, on va chez eux, on fait beaucoup de formations à leur profit et on intervient beaucoup à différents niveaux. Comment, quand on est policier, gendarme, dans ce type d'unité d'intervention, comment on vit le danger? On sait qu'il est partout présent. Comment est-ce qu'on le ressent ou est-ce qu'on le ressent plus? Est-ce qu'on n'a plus peur? On est préparé pour ça. En fait, on a tous des sélections qui sont longues, dures. Nous, ne serait-ce que la sélection, elle dure plus de 3 mois. La formation, elle est au-delà d'1 an. Et on est au quotidien dans des missions qui sont de toute façon dangereuses, on le sait. Donc on apprend à vivre à ça, on est sélectionné pour ça. C'est pour ça que les sélections, effectivement, il faut être physique, bien entendu, pour entrer dans nos unités. Mais
il faut être physique juste pour passer des étapes notamment qui vont permettre aux instructeurs, aux gens qui vont nous former, à aller voir un petit peu comment se comportent les personnes dans des situations dures face à une adversité. Et donc, on sait que le risque est présent. Alors, malgré tout, j'aurais tendance à minimiser la chose dans le sens où nous sommes sélectionnés, formés pour ça, nous sommes équipés pour ces missions-là. Et toutes les procédures on le fait en calculant le risque. Le risque est présent, mais on le calcule. Alors que parfois, il est plus dangereux d'être dans une unité classique de gendarmerie ou de police qui sont moins bien formés, moins bien équipés et qui pour autant peuvent se trouver face à un adversaire aussi armé, aussi dangereux. Et c'est souvent eux qui sont en première ligne et qui sont touchés par ça. Mais c'est bien aussi de le dire dans ta voix, Cédric, et de leur rendre hommage pour tout le travail des policiers et des gendarmes partout sur notre territoire. Et Jean-Marc, j'ai encore une question justement sur ce sujet du courage, mais aussi de la peur. Comment on explique cela à sa famille? Parce qu'il y a soi, il y a ce qu'on ressent, il y a son souhait de faire ce métier dangereux, mais tellement nécessaire pour notre société. Mais sa famille, comment on lui fait accepter ce risque ou ce danger au quotidien? Alors les familles, je crois que ce sont les personnes les plus impactées sur notre métier. Je reviendrai sur ce que tu disais sur la peur. La peur, si quelqu'un dans le groupe d'intervention n'a plus peur, je pense qu'il faut qu'il s'en aille. Parce que la peur, elle est inhérente à l'homme et c'est un moteur également. Parce que la peur, on apprend à la gérer, on est sélectionné pour ça, mais elle est présente. Et c'est ce qui va nous motiver et c'est généralement un catalyseur. Voilà, parce qu'on a peur, on va vouloir protéger ses opérateurs, on a peur pour la vie des otages, donc on va gérer la crise de manière à réaliser au mieux la mission qui nous est donnée. Si on n'a plus peur, on ne peut plus remplir la mission. Donc ça, c'est important. Et cette peur-là, nos familles la ressentent encore plus que nous, plus que les gens qui sont dans la crise, parce qu'ils ont peur pour notre vie. Autant nous, notre vie passe en second rang par rapport à notre mission, que nos familles, elles, notre vie est le plus important. Donc c'est vrai qu'elles ont un choc émotionnel, un choc psychologique important. Moi je me rappelle de la prise d'otage de Neuilly, où en fin de compte ça a duré 48 heures. 48 heures, vous imaginez nos familles, et vous avez des enfants qui ont le même âge que les enfants dans la maternelle. Voilà, les familles ont besoin de soutien souvent, elles se connaissent souvent, donc elles peuvent discuter et essayer de retrouver un équilibre. Mais c'est vrai que ça a un fort impact. Moi, je me rappelle que mon épouse, aux enfants, quand on termine l'opération de Neuilly, elle va leur dire « Papa a tué le terroriste, les otages sont saufs » et elle est heureuse. Donc elle partage ça avec ses enfants. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne peux pas le dire. Mais on ressent ce soulagement qu'elle avait eu et qu'elle m'avait dit en rentrant, quoi. Et c'est bien d'en parler, même avec les plus jeunes, effectivement. Alors, peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous vous étiez déjà croisés sur intervention tous les deux? Est-ce que c'est possible qu'un opérateur ou un commandement des forces d'intervention du GIGN rencontre un homologue au RAID? C'est des choses possibles sur intervention? Bien sûr, bien sûr. Alors sur une intervention, ça serait une intervention dimensionnée, ce qu'on entend effectivement. On parlait de Damartin et Hypercacher. Ça voudrait dire qu'il y a un gros volume d'otages, un gros volume de preneurs d'otages ou de terroristes. Après, le découpage en France fonctionne par zone de compétences. Police, gendarmerie. Les gros dossiers sont également répartis. Le GIGN a un gros volume de plans gouvernementaux en charge, le contre-terrorisme aérien, maritime, le volet nucléaire, très important, et la libération d'otages à l'étranger, où on travaille en lien avec le commandement des opérations spéciales, avec la DGSE aussi. Et donc, en France, ce serait vraiment des missions très importantes. Alors, moi, pour le coup, j'ai une expérience récente dans les Antilles, où on s'est projeté en A400M, un avion militaire de grande capacité, avec nos véhicules blindés. Et dans l'avion, il y avait le GIGN, le RAID, un petit volume des GSI. Et on a travaillé sur le même territoire ensemble. On se coordonnait parce que les éléments étaient liés. Donc voilà, ça arrive. Il y a du travail pour tout le monde. Ça arrive, il y a du travail pour tout le monde. Et ça arrive, et ça nécessite de se coordonner. Après, on se voit quand même régulièrement dans le cadre d'échanges, comme disait Jean-Marc, dans le cadre du réseau Atlas, ou alors sur du bilatéral, sur des domaines typiquement les transmissions, enfin sur du technique. Un petit mot de la fin, Jean-Marc? Effectivement, on travaille ensemble. Donc moi, j'ai pas travaillé avec lui, mais j'ai travaillé avec d'autres officiers qui étaient à l'état-major du GIGN.
faut savoir qu'on fait des exercices tous les ans. On fait des exercices sur ce qu'on appelle des prises d'otages de masse, où on serait amené à travailler ensemble. J'ai le souvenir d'un gros exercice qu'on avait fait à Paris sur une prise d'otage dans un TGV. Donc il y avait un PC commun qui s'était mis en place. J'étais dans le PC pour gérer la crise avec mon homologue de la force d'intervention à l'époque. Et l'assaut était coordonné par les deux unités parce qu'elles travaillaient en même temps sur un même objectif. Et puis il y a l'exemple effectivement des Antilles où on s'est retrouvés ensemble avec chacun, comme il disait, la répartition par rapport au territoire, quoi. On travaille ensemble. Et bien c'est bien parce que ce podcast, il veut aussi rassembler, c'est notre objectif. Et pour ceux qui auraient raté, PC, ça veut dire poste de commandement. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va prolonger ces débats dans quelques jours sur Twitter Space. Vous aurez l'information sur nos réseaux sociaux comme d'habitude. Juste pour terminer, un grand merci à toi Cédric, à toi Jean-Marc et par votre intermédiaire à tous les policiers et les gendarmes engagés dans les forces d'intervention, mais aussi plus généralement à tous les policiers et les gendarmes sur le terrain qui prennent tous les jours des risques pour notre sécurité. Merci à eux pour leur courage et nous sommes très reconnaissants pour cette action au bénéfice de tous. Merci. Merci.